Bonjour, bon après-midi, bonjour à tout le monde, bienvenue. Permettez-moi de commencer par vous remercier pour votre patience. Le siège au milieu ici représente notre public à distance. Alors, bienvenue à cette séance qui se concentre sur les résultats du rapport sur l'eau. Je suis très heureuse d'être votre modératrice aujourd'hui. Je suis Hajer Yarkoubi. Hier, nous sommes retrouvés aussi. Je retrouve aujourd'hui certains visages familiers. Bien sûr, les visages sont fatigués après une telle semaine intense. J'espère que tout le monde peut me comprendre. Il y a l'interprétation qui est disponible pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui sont avec nous, donc qui étaient avec nous hier, normalement doivent savoir qu'il faut télécharger l'application Interprofy. Mais ceux qui n'étaient pas là, alors il faut aller sélectionner la langue à laquelle vous voulez écouter. Normalement, vous allez trouver une barre en bas. La semaine était très chargée pour la plupart d'entre nous. Il y avait beaucoup de différentes sessions. Il y a quelque chose que j'ai entendu encore et encore par beaucoup de gens. Si on veut résoudre le problème de la crise de l'eau, on doit avoir besoin de changements dans le système. Il faut changer les règles du jeu dans lesquelles on opère. Et donc, je n'ai pas à vous dire, c'est vous les experts, vous savez ça déjà. Mais si nous ne résolvons pas la question de l'eau, nous ne résoudrons aucun autre problème. Nous n'arriverons pas à éliminer la faim, les autres problèmes liés à l'environnement, etc. Donc c'est vraiment vital et c'est très intéressant de considérer ces points-là d'un point de vue plus large. C'est exactement ce que la Commission mondiale sur l'économie de l'eau a fait. Ils ont essayé de voir comment on peut redéfinir la manière avec laquelle on gouverne et on évalue l'eau. Ils ont par exemple considéré les subventions, comment mieux les utiliser. Ils ont reconsidéré les contrats qui gouvernent l'eau de manière multilatérale. Donc c'est une bonne première étape, si vous voulez mon avis. Alors maintenant que les résultats préliminaires ont été partagés à travers le rapport Turn the Tide ou bien inverser la tendance, qui était que vous deviez lire pour aujourd'hui en fait. Est-ce que vous avez lu? Si vous avez lu le rapport, levez-vous, s'il vous plaît. Le rapport Turning the Tide ou en français inverser la tendance. Ah, c'est très bien. Je vois quelqu'un applaudir là-bas. Je suis très heureuse. Alors, avant de commencer, on va faire un test pour tout le monde. Ah non, non, je rigole, je rigole. Il n'y aura pas de questionnaire là-dessus. Si vous n'avez pas lu le rapport, ne vous inquiétez pas, on va le voir ensemble aujourd'hui. On va partager beaucoup de conclusions préliminaires, etc. Mais avant de commencer avec le rapport, avec les premières interventions que nous avons aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord appeler quelqu'un qui va nous en dire un peu sur l'objectif de cette séance aujourd'hui, les résultats, comment aller de l'avant. Et donc j'appelle Hank, qui est le spécialiste des affaires de l'eau du Royaume des Pays-Bas. Applaudissez-le s'il vous plaît, Hank. Hank, nous sommes rassemblés aujourd'hui et nous sommes très curieux de vous entendre. Qu'est-ce qui serait un bon objectif pour cette séance? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette séance? Eh bien, deux choses importantes. Bien que vous ayez lu le rapport, en tout cas la majorité, on va essayer de vous faire savoir sur quoi cela se rapporte et puis ce que va faire la commission l'année prochaine. C'est-à-dire essayer de
penser comment l'eau fonctionne, comment est-ce qu'on peut aussi faire le lien avec l'économie politique et l'eau, mais aussi mieux comprendre comment fonctionne le monde de l'eau. Comme vous le savez, depuis l'agenda ou l'ordre du jour de Wash, c'est une question qui est locale, qui est régionale, qui est liée à la rivière, aux frontières, c'est continental, etc. Mais c'est aussi international. L'eau connecte de manière positive ou bien négative les différents pays. Et donc la Commission essaye de mettre en place un système qui va nous aider à repenser la question de l'eau afin de réévaluer, de revalider, de refaire le lien avec le monde de la politique. Je ne vais pas parler beaucoup plus parce que nous avons avec nous aujourd'hui Richard Damania et John Rockstrom de la Commission qui vont en parler, mieux en parler. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de faire les liens. On va essayer d'avoir les commentaires, interagir, mieux comprendre tous ces niveaux, tous ces intervalles, comment cela fonctionne. C'est de la recherche, oui, mais c'est aussi essayer de trouver comment ceci peut interagir avec le monde. Et c'est un monde qui est assez large parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, il y a beaucoup de, 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 de barèmes de mesures. Et donc, changer la manière avec laquelle le secteur privé, le secteur public, les individus, les bailleurs de fonds changent la manière avec laquelle ils interagissent avec le monde de l'eau dans un contexte économique, politique, environnemental, etc. Ceci ne peut pas arriver uniquement au niveau de la commission, ça dépasse la commission. Et donc nous, on veut commencer cette interaction, mais vous êtes les clés réelles qui vont mener ceci vers l'avenir. C'est intéressant aussi comment vous avez choisi de vous asseoir. C'est comme si on était dans une salle de classe, sur les côtés et derrière. Mais en tout cas, vous appartenez tous de manière générale au secteur de l'eau. Et cette semaine, on a essayé de voir comment ce secteur a essayé de se connecter avec d'autres secteurs, l'alimentation, l'énergie, la finance, l'agriculture, l'environnement, la politique en général. Et donc, si vous vous embarquez dans une mission pareille, vous devez forcément aider à ce que la Commission essaye de réaliser. Merci. Et donc, en d'autres termes, on doit aller tous vers le milieu et nous retrouver. Ça va être chaotique au début, mais ça va être très utile. J'aime aussi ce que vous avez dit sur la manière où les gens ont choisi de s'asseoir dans la salle. Alors, je voudrais juste ajouter que la commission a déjà passé en revue à travers professeur Stern discuta des questions très importantes sur la biodiversité, etc. Donc, il y a 4 présidents à cette commission. Jon Rockstrom fait partie des présidents. Il fait partie des 4 présidents. C'est un économiste qui est basé à Londres. Il était avant vice-premier ministre. Et il est le directeur général actuel de l'Organisation internationale du commerce. On a des gens des Nations Unies, du secteur de la finance, on a des jeunes qui se sont rassemblés, qui forment cette commission mondiale sur l'économie de l'eau. Et donc cette commission comprend déjà en son sein une vue plus globale. Et les appels à l'action peuvent aussi surgir de ce même groupe. Merci d'avoir ajouté ça. Et donc, vous avez mentionné donc l'intérêt de cette commission. Il y a toujours 2 personnes. Pour les personnes qui n'ont pas lu le rapport, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus quelles sont les meilleures, les principales conclusions ou les conclusions préliminaires en tout cas? Alors, ce rapport est comme un appel à l'action à travers plusieurs leviers. La partie la plus importante de ces 7 leviers sont, numéro 1, le fait que l'eau dépasse l'aspect local. Donc, il y a toutes ces échelles, y compris l'échelle internationale.
Il y a les rivières qui impactent les continents, la biodiversité, développent la terre, les infrastructures, c'est exaspéré par le climat, ça impacte l'économie, la société et donc la politique. La Commission dit qu'il faut agir sur ces points-là. Nous avons des autorités hydriques assez faibles dans les niveaux locaux. On a la gouvernance de l'eau est assez faible. Nous, les coopérations hydriques à travers transfrontaliers font de la gestion ensemble, mais c'est en général pour des questions sécuritaires, c'est pas pour l'eau, c'est pour la sécurité. Et donc, si on ne met cette gestion mutuelle ou juste pour des questions de paix et de sécurité, ça ne va pas être assez. Bien sûr, ceci ne peut que nous rendre plus sensibles, plus vulnérables. Les subventions qui vont à l'eau, qui vont à l'agriculture, le secteur alimentaire, sont en train sont destinées pour puiser le plus possible d'eau et ça appauvrit davantage les eaux fraîches dont nous disposons. Nous sommes en train de perdre notre eau fraîche d'une manière incroyable, à une vitesse astronomique. Nous polluons l'eau, nous extractons l'eau des nappes souterraines qui se rétrécissent de plus en plus pour subvenir aux besoins d'une société qui n'arrête pas de s'accroître, une économie qui ne s'arrête pas de s'accélérer. On n'est pas en train de suivre les politiques, les régulations et tout ce que nous faisons, c'est considérer les ODD en tant que cible. On veut juste arriver à les réaliser sans prendre en compte l'impact que ceci a sur l'environnement. Donc le mouvement que la Commission veut créer et ça va au-delà de la gestion de l'eau ou de la sécurité hydrique. Ça considère toutes les économies à travers le monde de manière collective. Applaudissez Hank, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce que vous avez présenté. Vous avez absolument raison. Il s'agit de changer la manière dont on évalue les gens et vous m'avez donné un excellent point pour passer à la prochaine séance. On va passer à Dr John Rockstone et Dr Richard Damania qui vont nous en dire un peu plus sur le cycle hydraulique. Ils vont nous parler de l'économie derrière, etc. Donc écoutez, mais écrivez surtout vos questions si vous en avez. Peut-être que ici vous allez avoir des idées qui ne sont même pas dans le rapport. N'hésitez pas à les noter sur vos carnets et vous pouvez bien sûr poser vos questions derrière. Et on dit cela, je vous prie d'applaudir nos deux directeurs, Richard Damantia de la Banque mondiale qui est économiste en chef et Dr Jean Rockstone de l'Institut de recherche sur l'impact du climat de Potsdam et il en est le directeur. Alors pour la première fois dans l'histoire, nous sommes aujourd'hui en tant qu'humains en train de changer la source de notre vie. Le point focal fondamental qu'on avait, c'est que l'eau est en fait la victime du changement climatique, mais on ne reconnaît pas en même temps que, en fait, l'eau est le moteur derrière la stabilité climatique dans la planète. L'eau, oui, en effet, c'est une victime aujourd'hui. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui a un impact sur l'eau. Les eaux deviennent même plus
Avec la sécheresse, les forêts deviennent plus inflammables et donc il y a un cycle hydraulique qui est impacté par cela. Durant les dernières années, le changement climatique a amplifié les déviations qui sont anormales, qui ont poussé le climat vers des extrêmes. Les feux forestiers au Canada récemment, ou les vagues de chaleur qui ont traversé toute la planète, tout ceci a à voir avec l'eau, parce que en fait, les températures font évaporer l'eau, ce qui résulte en des sécheresses, et c'est ça qui qui cause les feux dans les forêts. Allez voir sur ce site web où vous pouvez voir qu'il est impossible d'expliquer tous ces extrêmes sans reconnaître le rôle de l'eau. Derrière les coulisses, c'est toujours l'eau fraîche qui est derrière. Donc ça a un impact fondamental sur tout cela. Alors durant les 20 dernières années, on s'est concentré sur les choses qui peuvent créer la stabilité ici. Et l'eau fraîche fait partie des facteurs les plus intéressants. Il y a aussi l'eau bleue dans les rivières. On est passé de manière scientifique. Il y a beaucoup de groupes de recherche à travers le monde qui ont intégré l'eau verte et l'eau bleue dans leur évaluation. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la troisième mise à jour dans le monde scientifique. Je vous prie de ne pas la partager directement sur Twitter. Donc, 6 de ces indicateurs ont dépassé la zone de sécurité. Pour l'eau douce, pour l'eau verte, sont au-delà du rayon acceptable. Et ceci dépasse ce qui était dans les 10 000 dernières années. La Commission sur la Terre a fait une étude rapprochée sur tout ceci. Toutes les évaluations scientifiques ont montré que l'eau a dépassé les limites de sécurité pour les eaux souterraines, les eaux douces, les eaux... Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui en fait. C'est un cycle qui fait en sorte qu'il y a plus d'évaporation, plus de précipitations, il y a plus de vapeur. Donc il y a un flux qui est dérangé. Il y a toute la dynamique du cycle fini de l'eau, qui est moitié de l'océan, moitié de la terre, a été brisée. Pour la première fois, nous avons réussi à faire la modélisation de la quantité des eaux vertes et des eaux bleues, et on a fait cela par pays. On a fait la cartographie des flux aquatiques, donc ça a été fait après le travail de collègues qui ont dédié des années à ce travail. Donc l'eau verte est destinée à tout l'usage humain, et donc ici je veux me concentrer sur la partie encadrée en mauve, ce que fait l'eau pour garder le système stable. Donc 3 gigatonnes de carbone par an sont utilisées par l'écosystème sur Terre. Donc 24% de nos émissions en carbone n'est pas le dioxyde de carbone, mais 3 gigatonnes de carbone. Et ceci est beaucoup. La raison est bien sûr les précipitations qui varient de manière anormale. Donc on est arrivé à un point où l'écosystème terrestre ne nous aide plus, mais vous voyez sur votre droite, ça se rapproche de zéro. Et ça, c'est dû à des événements liés aux précipitations, comme les inondations
etc. Et ça change aussi la nature des terres. Donc, est-ce qu'on peut compter sur les écosystèmes terrestres pour nous aider dans la transition vers un climat plus sain? Donc ça, c'est l'eau, l'économie poussée à son extrême. Nous avons aussi cartographié dans la commission les précipitations, les origines de ces précipitations. Donc il y a la terre qui contient de l'eau douce et aussi les mers. Donc, on a utilisé des données qu'on n'avait pas auparavant pour lier les modèles climatiques internationaux avec les évaluations des rivières aussi. Je peux vous donner un exemple. En Allemagne, donc en bleu, c'est les précipitations sur l'Allemagne, mais en rouge, c'est ce que l'Allemagne exporte vers l'Est. Donc, on a fait cette cartographie à travers le monde et donc bleu, en bleu foncé, les régions qui reçoivent l'évaporation de l'eau. euh, vous pouvez voir la Chine, par exemple, qui reçoit les précipitations de la Russie, toute la partie de l'Argentine qui reçoit de l'Uruguay, ou l'Uruguay, ça dépend donc du flux. Donc ceci peut créer. Et on voit ici, en fait, en vert foncé, que l'eau est un bien commun. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut délimiter au niveau local, mais encore faut-il le considérer comme étant un bien global. Alors, comment peut-on définir ici l'eau comme étant un bien commun? Vous voyez les exportations en verre et les exportations en eau. Et donc, vous voyez ici quels sont les pays qui exportent l'eau. Et il y a des pays qui sont donc à hauteur de 50-50 en termes d'import et d'export. Donc, pour revenir à ce que nous avons fait, eh bien, on peut connaître ça par cœur. On peut définir ce qui est un bien commun. En fait, il y a tous les risques. Et ensuite, nous avons aussi cette interdépendance d'après les voisins. Et donc, nous avons aussi les niveaux de rivières atmosphériques. Et cela, bien sûr, nécessite un changement fondamental dans la manière dont nous appréhendons l'eau et le climat. Merci beaucoup pour cela, pour avoir éclairé donc ce sujet. Et on a encore une question. Est-ce que vous saviez que vous avez respecté le temps imparti vraiment parfaitement? Je sais que je marchais vers vous, mais je fais cela toujours avec tous les intervenants. En fait, vous avez tout à fait respecté le temps. Et donc, c'était tout à fait parfait à ce niveau-là. Et merci d'avoir éclairé donc ce sujet particulièrement à la fin. Je pense que c'est vraiment impressionnant de voir à quel point il y a ce changement entre l'importation, l'exportation de l'eau. Et aussi pour la première fois dans l'histoire, eh bien de voir comment tout cela change, c'est quand même assez étonnant de voir. Et je voulais vous demander d'ailleurs, parce que vous avez mentionné que l'une des solutions c'était de commencer à traiter le cycle hydrologique comme étant un bien commun. Eh bien, je peux imaginer que pour quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi expert que vous dans la matière, c'est peut-être difficile à imaginer. Est-ce que vous pourriez donc nous aider à rendre les choses un peu plus concrètes et tangibles? Quel serait le monde dans lequel nous pourrions vivre si on pouvait commencer à traiter le bien hydrologique et le cycle de l'eau comme étant un bien commun? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun déjà? Je pense que nous avons 4 biens communs qui sont reconnus comme tels de manière légale. L'Antarctique, ce sont les hautes mers, l'espace et l'atmosphère. Ce sont donc les éléments des systèmes qui sont hors juridiction et qui donc sont un bien commun et pour laquelle toute l'humanité est responsable. Nous avons donc un système, mais en fait le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de système pour protéger ces 4 éléments. Et donc il faut maintenant lever la barre au niveau des gouvernements en ce qui concerne ce cycle, tout comme peut-être on gouverne les hautes mers. Il faut que l'on prenne nos responsabilités de manière collective. Bien sûr, est-ce que cela pourra être fait d'une manière institutionnelle? Ça reste un point d'interrogation, bien sûr. Et vous m'avez aussi
dit à quel point c'est important de traiter cela comme étant donc un bien commun, mais comment est-ce qu'on pourra changer le paysage institutionnel? Et c'est notre prochain intervenant qui va nous détailler ces éléments. Dr. Richard Larian, qui est donc vice-président à la Banque mondiale, conseiller en ce qui concerne l'organisation internationale de l'eau. Merci beaucoup, merci. Est-ce que cela fonctionne? Alors, Johan est toujours très difficile à suivre, c'est-à-dire que c'est le meilleur intervenant que j'ai jamais entendu. Il a pu établir les bases de ce qui se passe avec l'eau. Ce n'est pas très facile d'aller après lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est nous allons commencer par reculer un petit peu dans le temps et penser l'eau en établissant les deux principaux défis du XXIe siècle. Et on va intégrer la question de l'eau au fur et à mesure. Alors, je pense que le premier défi du XXIe siècle, c'est, comme on est tous d'accord pour le dire, c'est le défi environnemental et le défi de la durabilité. Alors, cela, en fait, fondamentalement, se résume à ce qui suit. Est-ce qu'on peut construire une économie? Peut-on éradiquer la pauvreté en protégeant l'environnement plutôt qu'en abusant de l'environnement? Alors, on va reculer un petit peu dans le temps. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu une croissance énorme depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons vu une grande réduction de la pauvreté. En 1980, 40% du monde vivait dans une pauvreté extrême et aujourd'hui, malgré le Covid, seulement 10% de la population mondiale vit dans une pauvreté extrême. Donc, on peut dire que les niveaux de vie ont été élevés et sont peut-être au niveau plus élevé de l'histoire. Alors, il y a eu une augmentation, bien sûr, de ces normes, de ces standards de vie. Ça, bien sûr, ce n'est pas encore suffisamment bon. Mais qu'est-ce qui a en fait provoqué ce progrès? Alors ça, c'est un graphique qui montre ce qui se passe, qui résume la situation. Alors on a pu constater et sentir cette croissance à travers beaucoup d'investissements dans le domaine des capitaux. On a produit des capitaux, on a produit du capital. On a connu une croissance qui a été sans précédent. On peut construire, par exemple, des barrages. On a plus de barrages aujourd'hui que jamais auparavant. Les canaux d'irrigation, si vous n'avez pas d'eau, eh bien, on peut maintenant faire acheminer l'eau, produire davantage de biens alimentaires, de biens de services. Alors, les capitaux ont donc augmenté. Donc, dans les années 60, une personne sur deux était analphabète fonctionnel. Aujourd'hui, ce chiffre est sous 18%. Et la même chose pour les niveaux d'éducation, pour l'espérance de vie, etc., etc. Donc, si on regarde le capital naturel, c'est-à-dire la nature, si on prend n'importe quelle mesure de la nature, eh bien, vous voyez que le changement climatique va dans le mauvais sens, la biodiversité, on va vraiment dans le mauvais sens. On repousse les limites de la nature, les produits chimiques. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui meurent en raison de la pollution atmosphérique, en raison de toute forme de violence, de guerre. Donc, en fait, toutes les mesures sont maintenant en déclin. Alors maintenant, pour parler de l'eau, justement, eh bien, on va parler d'un aspect de l'eau. Vous êtes tous experts dans le domaine de l'eau. Un aspect que vous ne reconnaissez peut-être pas, même si vous savez que ça se passe. Il s'agit des changements qu'on a constatés en ce qui concerne les précipitations. Ce que vous montre cette ligne rouge, c'est les régions du monde qui, en fait, souffrent d'épisodes de sécheresse où, en fait, il y a moins de précipitations que la moyenne. Une plus grande partie de la planète devient sec, donc se trouve dans la ligne rouge que dans la ligne bleue. Et si vous êtes économiste, pourquoi pensez-vous que cela peut poser un problème pour un économiste? Eh bien, on peut parler d'un autre élément. On parle pas toujours de l'eau comme étant une ressource rare, mais on peut parler, par exemple, on parle souvent des carburants. On parle des carburants comme étant une ressource rare, mais au Royaume-Uni,
On utilisait l'eau, pardon, on utilisait le bois comme étant donc un carburant. C'était le carburant principal. On a déforesté une grande partie de l'Angleterre. Ensuite, on est passé au charbon. Et ensuite, on est passé au pétrole, au gaz et aujourd'hui, le vent, l'éolien. Donc, pensons à l'eau maintenant. Une fois qu'on n'aura plus d'eau, il n'y a pas de substitut pour l'eau. On ne peut pas passer du charbon au pétrole. L'eau, c'est l'eau et c'est unique. S'il n'y a pas de substitut pour l'eau, on va être assez mal pris, je pense. Alors, ce dont on s'est rendu compte lorsqu'on vit ces épisodes de sécheresse, eh bien, on peut constater que la croissance est en chute libre à ce moment-là, de l'ordre de 1/3, et ça, c'est énorme. Mais ce n'est pas toujours reconnu comme tel. Pourquoi? Eh bien, c'est comme une inondation. Lorsque vous avez une sécheresse qui, en fait, ralentit les choses, ça arrive petit à petit. On se rend pas tout à fait compte lorsque cela commence. Et donc, l'impact économique est bien sûr énorme, mais on va voir de plus en plus de ces phénomènes. Alors, il y a aussi, par exemple, le taux d'humidité des sols. Lorsqu'il y a des sécheresses qui frappent là où les sols ont un taux d'humidité, eh bien l'impact est neutralisé, bien sûr. Qu'est-ce qui neutralise cet impact? C'est l'humidité des sols. Comment peut-on obtenir de l'humidité dans les sols? Eh bien, soit on a besoin de beaucoup de pluie, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans de pluie normale, ou alors donc un écoulement en amont. On s'est rendu compte qu'il y a des forêts en amont qui servent en quelque sorte de zone tampon. Et donc, cela a un impact sur le PIB. Mais par contre, cela est maintenant empiré par la déforestation parce que nous détruisons nos forêts à un taux sans précédent. Et ensuite, un autre aspect que j'aimerais parler, c'est en fait le défi de l'inclusion. Alors, il faut donner de l'eau pour justement faire ressortir les personnes de la pauvreté. Mais il y a un aspect qu'on a tendance à oublier. Il y a beaucoup de formes d'exclusion. Parfois, on exclut les personnes en raison de leur race, de leur ethnicité, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? C'est peut-être la première fois que vous voyez ce graphique. Le bleu, ce sont les personnes riches et en rouge, ce sont les personnes pauvres. Ce que vous dit ce graphique, pour le résumer rapidement, c'est que plus vous avez de personnes vulnérables là où vous vivez, eh bien, moins vous allez pouvoir bénéficier de biens publics tels que, par exemple, l'assainissement. Ce n'est pas seulement la pauvreté. Vous pouvez être également riche, également pauvre, venir d'un pays minoritaire. Vous n'allez pas bénéficier des mêmes taux d'assainissement. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne dans le cadre de cette commission? Bon, on s'attaque à ce problème, et je pense qu'on le fait d'une manière très novatrice. La première question qu'on se pose, et Johan a aussi déjà répondu en grande partie à cette question. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne l'approvisionnement en eau? Et c'est important de connaître la réponse à un niveau granulaire. Où se trouvent les points chauds? Quelles sont les zones qui peuvent être humides? Alors, et quel est le moteur du changement? Est-ce que c'est moi qui est le moteur de ce changement? Est-ce que j'utilise mal l'eau et qui fait en sorte que je retire l'eau à quelqu'un d'autre, juste en bas de chez moi? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un à l'autre bout du monde qui n'a pas suffisamment d'eau et la déforestation qui va ensuite me retirer de l'eau à moi? Quels sont les impacts? S'il n'y a pas d'impact économique, eh bien, d'après moi, je pense que cela ne va pas bénéficier de l'attention nécessaire. Les gens vont dire, bon, ce n'est pas matériel, donc ce n'est pas si important que ça. Alors, je pense que tous ces éléments sont la base. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, on va applaudir maintenant cet intervenant. Oui. Et j'aimerais juste dire, vous alliez partir à la course. Bon, merci beaucoup.
Et je voulais en fait vous demander quelque chose parce que tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Je pense que c'est toujours très important d'obtenir ces informations. C'est comme un cours intensif de 7 minutes. Mais à la fin, vous avez mentionné l'impact. Euh, Parce que vous avez dit que si un phénomène n'apportait pas d'impact économique avec lui, eh bien que nous n'allions pas donner l'attention suffisante. Et vous avez aussi parlé, par exemple, de la sécheresse. Qu'est-ce qui fait? Parce que c'est affecté, notre système économique est affecté par tout ce que vous nous avez montré avec les changements du cycle hydrologique. Quel pourrait être le moyen de se pencher sur ces questions? Ah bien, en ce qui concerne le sujet particulier que j'ai mentionné, le problème c'est que, eh bien, on ne reconnaît pas le phénomène parce que cela arrive lentement. Donc, on risque de connaître le phénomène du Cape Town. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des impacts cachés pour l'instant. Ce n'est pas visible, mais cela peut apporter des problèmes beaucoup plus profonds à terme. Tout à fait. Et donc, nous allons maintenant applaudir notre intervenant. Merci beaucoup. Vous allez revenir de toute façon avec nous un peu plus tard. Alors, chers amis, je vois maintenant que vous êtes très concentrés. Vous avez des visages légèrement inquiets. Il s'agit effectivement d'informations inquiétantes, choquantes et c'est un avertissement par rapport à ce qui risque de survenir si nous n'agissons pas. Alors maintenant, j'aimerais entendre parler de vous aussi parce que vous avez bien sûr absorbé énormément d'informations. Vous avez sûrement vos réflexions par rapport à tout ce qui a été partagé. Donc, nous avons maintenant notre homme du jour. Je vais vous dire maintenant peut-être le seul moment où je vais vous demander de le faire, de prendre vos téléphones portables. Donc, vous pouvez scanner le code QR. Je suis très curieuse d'entendre vos opinions. Est-ce que vous soutenez la suggestion que l'eau devrait être considérée comme étant un bien global, un bien mondial? Alors, oui ou non? Donc, on a un grand oui. Donc, oui, non ou pas d'opinion. Entre-temps, pendant que vous répondez à cette question, on va demander aux personnes dans la salle de bien vouloir se mettre debout si vous répondez oui à cette question. Est-ce que vous pensez que l'eau devrait être considérée comme étant un bien commun? Levez-vous debout ceux qui disent oui. Et ceux qui disent non, eh bien, demeurez assis parce que c'est important d'entendre leur opinion aussi. Donc, je suis curieuse, bien sûr, d'entendre vos opinions. On a un microphone. Je suis curieuse d'entendre votre opinion. Pourquoi êtes-vous d'accord avec cette phrase? Eh bien, moi, je vois au Mexique, qui est mon pays, que le fait de ne pas traiter l'eau comme étant un bien commun, avec toutes les rigidités administratives qu'on a dans la gestion de l'eau, cela fait en sorte que, en fait, la gestion est très inefficace. Et je pense que on doit mener des réformes nécessaires dans le secteur de l'eau. Et si on veut mettre en œuvre ces réformes, il va falloir obligatoirement traiter l'eau comme étant un bien commun, comme un bien d'intérêt public. Et on doit encourager l'efficacité afin qu'on puisse résoudre la question de l'équité. Merci beaucoup pour avoir partagé cette opinion. Je vois qu'il y a des personnes qui sont assises, mais il y en a très peu. Peut-être vous êtes ici dans le centre de la salle. Bon. Est-ce que vous pensez que l'eau doit être considérée comme étant un bien commun ou pas? On a besoin d'un microphone. Et j'aimerais aussi avoir l'opinion de la personne derrière vous aussi. Bonjour. Alors, je pense
C'est une question d'interprétation, mais d'après mon expérience, les questions de l'eau, les problèmes liés à l'eau devraient être gérés au niveau local. Je ne vois donc pas la valeur ajoutée de considérer cela comme étant un bien global. Alors, d'accord, je vois. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela dans la salle? Ou alors, sinon, on peut passer à la prochaine question, parce que cela complète cette question. Merci d'avoir partagé votre perspective. Lorsqu'on a commencé avec Hans, on a dit que c'est un bien local, mais aussi global. À quel point c'était transfrontalier, à quel point le cycle de l'eau fait en sorte que certains pays soient interdépendants des uns des autres. Tout est interrelié. Merci. C'est d'une certaine façon aussi un bien local, bien sûr. Alors, prochaine question. Je vais avoir besoin de vous peut-être. La prochaine question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme étant une caractéristique clé d'une approche efficace en termes d'économie de l'eau? Donc, est-ce que c'est l'efficacité? Est-ce que c'est l'équité en tant que condition? Est-ce que c'est la tarification? Par exemple, on a parlé aussi des subventions agricoles qui peuvent poser problème. Vous pouvez aussi apporter une réponse complètement différente. Je pense que ça peut être aussi intéressant. S'il y a des idées nouvelles, ça peut être intéressant. Si vous envoyez vos réponses dans la rubrique questions-réponses. Je pense qu'il y a des favoris. C'est la tarification comme étant le reflet de la valeur de l'eau. Ça, c'est très intéressant. Je pense que le fait de tarifier ces externalités, ces processus, on a entendu 70% pour l'agriculture. Alors peut-être peut-on maintenant poser notre dernière question, Slido. On aimerait aussi entendre vos contributions par rapport à cette question. Quels sont les principaux obstacles pour changer la manière dont l'eau est valorisée et gérée au niveau local, national et global? Donc, c'est très important de voir ce qui se passe parce que parfois les choses ne se passent pas d'un seul coup. Alors donc, on a l'intérêt direct ou les intérêts particuliers. Et toutes les réponses que vous voyez à l'écran. Donc, vous pouvez, si vous désirez, compléter la réponse. Alors, continuez à répondre et merci d'ores et déjà pour tous ceux qui répondaient à ces questions. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez aussi lever la main. Nous allons emmener le microphone vers vous. Alors, tout d'abord, j'aimerais demander maintenant à Rich de me rejoindre ici sur le podium. Je suis très curieuse d'entendre aussi ce que vous avez à dire à ce sujet. Ces microphones sont excellents et je pense que on va entendre ce que vous aurez à dire. On a maintenant 60% des gens qui disent que les intérêts particuliers sont l'obstacle majeur par rapport à la manière dont l'eau est valorisée. Et donc, il y a aussi un autre problème, c'est la nature lente des sécheresses qui n'a d'impact que plus tard et qui explique en partie la lenteur de nos réactions. Donc, d'après vous, quels sont ces obstacles que nous devons surmonter pour qu'on puisse mettre en œuvre ces mesures et ces recommandations? Alors, je suis d'accord avec la majorité de notre auditoire pour dire qu'effectivement, les intérêts particuliers sont un obstacle. Si je suis un producteur, par exemple,
et que l'eau est subventionnée, bien sûr que cela va m'affecter et je vais faire un lobbying pour garantir que l'eau auquel j'ai accès demeurera gratuite. Alors, il y a beaucoup de subventions de l'eau. Il y a des pays qui sont très secs et donc il y a des produits subventionnés tels que par exemple la canne à sucre qui est très très consommatrice d'eau. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, dépendent de ces subventions pour le coton, le riz, la canne à sucre, mais les produisent dans le mauvais endroit. Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux, si vous voulez, qui fait en sorte que les réformes sont très difficiles à mettre en œuvre. Et je pense qu'il faut être assez circonspect lorsqu'on pense à changer le prix de l'eau. Eh bien, l'impact ne sera pas ressenti jusqu'au moment où on décide, par exemple, de changer ou de retirer les subventions à la canne à sucre et aux autres produits tels que le coton et autres. Alors, c'est un cercle vicieux dont on doit sortir. On ne doit pas s'inquiéter. L'eau est connectée à tout, mais en fait, on doit vraiment sortir de cette manière de penser qui est compartimentalisée et parfois, le problème peut être empirique, donc il faut faire attention. Il est statistiquement vrai que si vous vivez dans un endroit très sec, et si je construis, par exemple, un lieu de stockage d'eau énorme, et si l'eau est gratuite, et vous décidez, par exemple, de produire du coton, du riz ou de la canne à sucre, qui sont en fait trois produits très, très consommatrices d'eau, eh bien, cela ne sera pas une solution parce que lorsque la sécheresse arrive, la sécheresse va toujours finir par arriver, il n'y aura pas suffisamment d'approvisionnement en eau et vous allez finalement assister à l'effondrement de votre production et de ce fait à l'effondrement de votre économie puisque une grande partie de votre économie dépend de la production de ces trois matières premières. C'est donc effectivement assez choquant de voir que la perte est beaucoup supérieure au gain dans ce cas de figure. Moi, je peux dire que j'aimerais élargir la question et la compliquer un petit peu. On voit les intérêts particuliers dans le domaine de l'eau bleue, mais pas de l'eau verte. L'eau bleue n'est pas considérée, l'eau verte n'est pas considérée comme étant une ressource pour laquelle il vaut la peine de se battre. Et donc, nous avons les niveaux de précipitation. Si vous voulez avoir de l'eau bleue à l'avenir, eh bien, vous voulez bien sûr garantir le fonctionnement de l'eau verte dans les années précédentes. Mais ça, c'est un intérêt particulier qui est différent. Je pense que la communauté qui gère de l'eau doivent en fait arrêter de se concentrer seulement sur l'eau, mais examiner les intérêts particuliers du secteur pétrolier, du secteur gazier, du secteur forestier, etc. Donc, je pense que c'est là où ces atouts de l'eau bleue et de l'eau verte peuvent entrer en jeu et déterminer au final les résultats. Merci pour avoir apporté ces nouvelles manières de réfléchir et d'appréhender les choses. Alors, parfois, c'est le manque d'imagination pour essayer d'adopter de nouveaux paradigmes, ce qui peuvent être le problème. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de la question de l'inclusion. Comment peut-on intégrer de nouvelles perspectives? Ça manque parfois. Et j'aimerais maintenant faire appel à trois autres panélistes à se joindre à nous parce que ces personnes vont pouvoir apporter de nouvelles perspectives à ce sujet. Je suis donc très enthousiaste d'accueillir ces trois panélistes. Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir venir ici? Nous allons accueillir Madame Christine, qui est chercheuse en doctorat à l'université de Stanford dans le domaine de l'eau, du climat et du développement économique, qui va apporter une perspective de la jeunesse à cette question. Nous avons Soma Mania avec nous, leader autochtone, et
Nous avons Dr. Zahid Bakronian. Nous allons donc maintenant applaudir ces panélistes. Alors, vous avez bien sûr écouté ce qui a été dit et je suis très curieuse parce qu'au début, nous avons dit qu'on pourrait, par exemple, bénéficier des perspectives qui manquent à l'appel. Il y a les résultats préliminaires. Vous avez tous lu le rapport. J'ai déjà parlé à chacun d'entre vous. Je suis donc très curieuse de voir comment est-ce que vous appréhendez ces messages qui ont été transmis et quels sont certains éléments que vous aimeriez voir ajoutés à tout cela ou peut-être des informations que vous désirez partager. Alors Sam, je pense que vous voulez commencer. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Samuel de Tanzanie, des communautés indigènes. Quand j'ai été invitée ici, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis internationale? Est-ce que ma communauté est internationale? C'est une question que je me pose. Il y a beaucoup d'exemples où notre sagesse, notre vision du monde a été mise à l'écart par le développement, par l'économie et d'autres processus globaux. On s'est retrouvés isolés, ayant du mal à nous maintenir, à subsister. Donc, ce que je trouve ici aujourd'hui, c'est que cette opportunité est une grande opportunité pour pouvoir présenter nos points de vue, mes points de vue en tant que, nos points de vue en tant que communauté indigène. Alors, les messages qui ont déjà été dits sont bien en ce qui concerne la détermination d'une ressource commune. Mais toutes les communautés différentes qui vivent avec l'eau, donc qui ont des rapports très étroits avec l'eau, pour eux, l'eau est centrale. Ce n'est pas juste une question d'économie ou de subsistance, c'est plus spirituel, c'est une relation culturelle. Notre relation avec l'eau est plus humanisée, plus personnelle. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans les vidéos de communautés indigènes à travers le monde que ces communautés deviennent forcément victimes parce que ces communautés essayent de défendre leurs droits à l'eau, leur source d'eau. Et donc pour moi, je réfléchis à ces aspects globaux, ces aspects internationaux, mais aussi il faut réfléchir aux valeurs diversifiées, aux intérêts diversifiés. Et à la relation aussi avec l'eau qui peut varier. Merci beaucoup d'avoir partagé ceci. Et, tout à l'heure, on avait le métier maître qui a voté pour le prix comme quelque chose, la chose la plus importante qu'on doit faire par rapport à l'eau. C'est le point qui a été voté le plus. Et je pense aussi personnellement que vous avez raison lorsque vous dites qu'on donne une valeur monétaire à l'eau. Est-ce que cela comprend la valeur culturelle, la valeur spirituelle et émotionnelle de ceux qui vivent sur la terre autour de ces points d'eau? Christine, selon votre propre spécialisation, donc vous êtes spécialisée au développement économique, au développement hydrique. Donc comment vous réagissez à ce qu'on a discuté jusque-là? Est-ce que vous avez trouvé des points de contention? Désolée, je suis un peu trop courte, trop petite pour le micro. Alors, il y a le besoin de différentes gouvernances, différents types de gouvernance, de mettre nos intérêts économiques de côté. Mais je vois aussi la réalité où il y a des incitations différentes ou manque d'incitation parfois. L'eau ne respecte pas les frontières nationales, l'eau passe et il y a un cycle hydrologique qui se fait, peu importe les limites que nous on se met. Alors,
On a vu aussi durant la Covid ce qui a fonctionné quant à la distribution ou le manque de distribution de vaccins. Donc il faut réfléchir de la même manière. Euh, Quels sont les mécanismes dont nous avons besoin pour améliorer les opportunités et pour mieux réfléchir aux responsabilités collectives. Donc, c'est des points de réflexion que je mentionne qui, pour moi, sont des opportunités pour réfléchir à la question. Et je ne suis pas sûre que jusqu'à aujourd'hui, on a fait ça de bien, en fait. Merci d'avoir partagé ça. Quelqu'un a dit aussi la rapidité avec laquelle on distribue et qu'on se mobilise n'est pas assez rapide pour l'ampleur de la crise. Ils disent que lorsque vous considérez quelque chose comme transitionnel, ça prend 2, 3 générations pour changer cela. Mais lorsque vous considérez quelque chose comme crise, le changement vient beaucoup plus rapidement. Donc, lorsque je vous ai parlé, j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous m'avez tellement bien illustré les spécificités des contextes locaux et comment elles ne doivent pas être perdues lorsqu'on parle de solutions globales, internationales, etc. Vous avez parlé de campements informels et comment gérer de tels contextes lorsqu'on parle de l'économie de l'eau. Comment est-ce que vous pouvez relier ça avec les conclusions préliminaires? Tout d'abord, j'aimerais commencer par les choses retenues que je retiens. Donc, les défis liés à l'eau, donc beaucoup d'eau, un peu trop d'eau, trop peu d'eau, l'eau polluée, etc. Donc, je suis d'accord avec le fait qu'on doit considérer l'eau comme bien commun et surtout d'un point de vue municipal, local. Peut-être qu'on n'a pas cette dimension nationale, mais on a en tout cas une dimension transmunicipale où on a des communautés qui sont en dehors des villes et il faut gérer les ressources comme l'eau qui est dans les barrages. Et bien sûr, pour les barrages, c'est considéré comme euh, des points positifs. Le Covid aussi a représenté une opportunité pour une explosion du secteur informel euh, au bord des routes, partout. Donc, comment est-ce qu'on peut fournir l'eau potable et l'assainissement d'eau à ces groupes qui ont poussé un peu partout après le Covid? Donc, comment est-ce qu'on peut leur fournir ces services d'eau de manière équitable à des communautés qui peuvent peut-être potentiellement même payer pour ce service? Alors, dans ma ville, dans mon pays, nous sommes très très bons de faire en sorte que lorsqu'il y a un service aussi protégé par la Constitution, donc par exemple, la Constitution couvre tout ça. Par exemple, les points d'eau potable possibles pour chaque 5 familles, etc. Mais la problématique ici n'est pas ça, n'est pas les normes générales et officielles. C'est le fait qu'il y a beaucoup de communautés qui surgissent de manière informelle en dehors du système. Et donc, comment essayer de les couvrir eux aussi par les services de base? Oui, alors comment est-ce qu'on fait aussi en sorte qu'on garde à l'esprit la valeur et l'importance des peuples, des communautés, des peuples autochtones, etc. Est-ce que peut-être vous deux, vous voulez partager vos réflexions là-dessus? Quelques réflexions. Tout d'abord, et pour m'assurer qu'il n'y a pas de confusion. Je ne suis pas dans la commission globale de l'eau pour suggérer
qu'il faut traiter ces questions, ces problématiques uniquement à un point, sur un plan international. Mais on veut démontrer de manière scientifique que pour la première fois, et bien que l'eau est importante sur le plan local, il est primordial aujourd'hui de prendre en considération l'aspect intercontinental de l'eau. Lorsque les calottes glaciaires commencent à fondre, il y a des impacts qui vont se sentir sur les communautés locales à des milliers et des milliers de kilomètres. Donc, ceci est très important. Et vous avez mentionné le Covid et la Covid est très important. C'est un exemple très pertinent des apprentissages qu'on doit tirer. Moi, personnellement, ce que j'ai tiré de cette situation, c'est que pendant la Covid, on est sorti de notre zone de confort et on a agi en tant que communauté internationale et ce qui nous a poussé à agir, c'était la peur. La peur quotidienne du risque que représentait la Covid sur le collectif humain en général. Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas de la même manière à la crise d'eau? On ne parle jamais de feu, Oui, alors on parle d'inondation parce que c'est de manière explicite de l'eau, mais on prend ça comme un acte divin, comme la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui concerne notre économie est dénudé de cet aspect aquatique. Et il ne faut pas continuer comme ça. Je suis complètement d'accord avec vous et peut-être on est peut-être même pas conscient de l'ampleur de la chose. Nous ne réalisons pas complètement ce qui se passe. Mais lorsqu'on réfléchit à l'environnement, il me semble que ces questions générales sur l'environnement sont plus communiquées de manière plus prominente, de plus importante. Et je veux aussi croire comme vous que c'est la peur, mais c'est aussi cette urgence. Je peux vous dire que même pour le climat, c'est une fraction de ce qui s'est passé pour la Covid. Pour la Covid, il y avait tous les jours des conférences de presse avec les gouvernements. Et il y avait le même message tous les jours. Mettez vos masques, restez chez vous, ceci est dangereux, protégez votre vie, etc. Il y avait tous les jours pendant 2 ans. Hein. Mais ceci ça ne se passe pas de la même manière avec l'eau. Je vous vois hocher la tête, Christine. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est intéressant, cette composante crise. Mais je suis aussi impressionnée par le fait que les ressources se sont mobilisées et presque de rien, on a développé un vaccin. Donc on a la connaissance scientifique pour résoudre ces différentes crises. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans les coulisses et que lorsqu'on arrive à un point de non-retour, presque au point de non-retour, là, on commence à sortir les recherches pour résoudre les situations, c'est-à-dire en dernière minute. Alors, il y a des sécheresses qui sont là, il faut faire quelque chose. Mais maintenant, on a assez de connaissances scientifiques pour pouvoir préparer à cela à l'avance. Il faut investir dans des infrastructures où on peut produire énormément plus d'eau de nouvelles sources et cela tous les jours. Donc il y a un travail considérable qui a été fait dans ce sens-là. Donc, pour que, par exemple, des choses se font pour que l'eau puisse arriver dans les barrages, les remplir. C'est des exemples de choses que nous faisons. Et donc, on peut déjà prévoir l'avenir et nous préparer, préparer notre eau pour faire face à cette crise qui va arriver.
Bien sûr, entre-temps, s'il y a des questions du public, n'hésitez pas. Je vois une question ici, une autre là-bas. Je vais prendre donc ces questions-là aussi. Est-ce que vous pouvez passer le microphone, s'il vous plaît, à la personne qui veut poser la question? Merci. Je veux faire une remarque et puis poser une question. Merci pour avoir ajouté la perspective climatique sur la question d'eau. Je suis encore étudiante et je vois l'intérêt d'intégrer l'aspect climatique, la dimension climatique dans les discussions autour de l'eau. Alors ma question est pour Johan. Vous, plus que quiconque, comprenez le besoin de traduire ces connaissances en un langage qui est accessible. Vous avez fait cela à beaucoup d'occasions durant votre carrière. Donc l'eau, elle fait partie de l'agenda dans ma classe de développement durable et tous mes camarades de classe, je suis la seule qui considère que l'eau est un problème. Je trouve ça vraiment bizarre. Donc, ma question c'est, comment est-ce qu'on peut traduire ces choses que vous avez trouvées, ces conclusions que vous avez trouvées dans la commission sur l'économie de l'eau, dans un langage que les jeunes peuvent comprendre, dans un langage qui est accessible pour les gens en général? Et je vais revenir vers vous parce que lorsqu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la manière dont on pouvait transmettre le message à toutes ces personnes partout à travers le monde et le travail que vous essayez de faire aussi, l'importance et la valeur de l'eau pour les citoyens. Peut-être pourriez-vous détailler ces éléments. Oui, alors je pense que l'une des manières dont on peut appréhender les choses. Je pense que dans ma communauté, là d'où je viens, je pense que nous étions les dernières personnes qui avons reçu le message dans un langage pertinent. Qu'est-ce que vous voulez dire par langage pertinent? Je veux dire compréhensible, c'est-à-dire compréhensible pour les citoyens. Parce que, en fait, c'était notre langue nationale, c'est le Swahili. Mais en fait, ce n'est pas permis de faire des déclarations dans les langues autochtones. Et cela a énormément impacté la population. Parce que on peut dire bon allez, on va permettre juste 2 ou 3 minutes de temps de parole dans telle langue. Alors en fait, c'était assez compliqué quand vous ne savez pas ce qui se passe. C'est assez difficile de transmettre les messages, de les faire comprendre. Absolument. Je pense que c'est très important et je n'avais aucune idée que de tels obstacles existaient pour que les gens puissent déjà comprendre ces messages. Alors comment peut-on justement faire en sorte que ces résultats soient traduisibles ou traduites dans un langage compréhensible pour les citoyens? Alors même au sein de la communauté scientifique, il y a une reconnaissance assez limitée du cycle hydraulique, par exemple, hydrologique. C'est en quelque sorte, eh bien, la circulation sanguine, si vous voulez, de la planète. Eh bien, on a besoin de l'eau pour notre survie, on a besoin de l'eau pour tout ce qu'on produit. En fait, l'eau fait partie intégrante de tout. Est-ce que c'est reconnu comme tel? Eh bien, non. Pourquoi ce n'est pas reconnu? Eh bien, parce qu'on prend cela comme étant un bien acquis. On prend l'eau pour acquis et ça fait partie du problème. Mais c'est aussi très difficile de comprendre, à partir notamment d'une perspective économique, quelle est l'importance de l'eau et quelle est la contribution inhérente de l'eau. Donc, vous allez trouver de nombreux exemples. Par exemple, si la température augmente de Y, le PIB va retomber de Z. Il y a très peu
d'études qui disent que lorsque, par exemple, l'eau, la disponibilité de l'eau va descendre de tels chiffres, le PIB va aussi diminuer en conséquence. Vous avez parlé de l'importance d'un changement de paradigme, de changer d'état d'esprit. Vous avez parlé aussi qu'en fait, on prenait l'eau pour acquis, que l'eau pouvait poser une menace existentielle, par exemple en ce qui concerne les minerais. Est-ce que je peux dire quelque chose? Alors moi, je travaille dans le domaine des données, ce qui veut dire que j'adore les chiffres. Je pense que la manière la plus puissante pour communiquer, c'est de raconter des histoires. Bien sûr qu'on a besoin d'économistes et de scientifiques, mais on a besoin d'expériences humaines. Et moi, je travaille avec les communautés locales. Ce n'est pas difficile de voir l'impact du climat dès que vous leur parlez de la subsistance, de l'état de l'agriculture au cours des dernières années. On a des sources d'informations diversifiées et cela est très puissant. Absolument. Merci d'avoir partagé cela. Si vous voulez faire en sorte que ces résultats de recherche soient disséminés aux populations, c'est important de savoir raconter cela. Pouvez-vous dire votre nom et votre question? Bonjour, je m'appelle Juan Pablo Romero, je suis consultant. Si vous comprenez que les décisions au niveau national sont prises sur la base des systèmes de redevabilité nationale, est-ce que vous voyez que le travail que vous faites est en train de se disséminer vers les systèmes nationaux? Parfois, l'histoire... Cela n'est pas toujours compris comme étant une initiative globale, mais plutôt une action collective. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par... En fait, ce que je veux dire, c'est en fait le système de comptes nationaux, ce qui, par exemple, calcule le PIB. Eh bien, on recueille des informations, des outils d'information pour essayer d'examiner, les processus, les initiatives dans leur ensemble. Est-ce que cela permet d'améliorer le processus de prise de décision et les politiques? Excellente question. Est-ce que vous pourriez peut-être passer le microphone? Comme ça, on peut prendre tout de suite 2 questions. Je m'appelle Makat. Pour moi, Richard, vous n'êtes pas seulement l'un des personnes les plus intelligentes dans le secteur, mais aussi vous êtes l'un des meilleurs communicateurs. Donc ça, c'est vraiment un cadeau pour nous. Et je pense que oui, nous avons besoin de communiquer avec la population, mais il faut aussi communiquer avec les décideurs. Il faut qu'on répète les choses. La sécheresse est une menace lente et je pense que il ne faut surtout pas simplifier trop. On a besoin des histoires. On a d'excellentes histoires, il faut faire les liens nécessaires, mais ne pas perdre le contenu, parce que ces types de communication doivent atteindre pas seulement les masses, mais surtout les personnes qui prennent les décisions. Merci beaucoup pour avoir partagé ce point de vue, et je pense que je vais aussi peut-être garder cela en tête. J'aime bien ce point qui vient d'être formulé. Il y a une décision qui a été partagée par la Banque mondiale. Il y a différents groupes de personnes qui ont besoin qu'on leur dise les choses et ce ne sont pas tout le monde qui a besoin du même message. Vous parlez aux professionnels, aux ingénieurs, ensuite vous avez les décideurs, le gouvernement, etc. Mais la réalité, en fait, c'est que ceux qui se retrouvent dans le gouvernement ne lisent peut-être pas ces rapports techniques qui sont analysés par les experts. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'espace gouvernemental, les personnes qui prennent les décisions doivent être entourées des personnes qui comprennent l'importance des leçons qu'on doit tirer et qui peuvent adapter les décisions au contexte. Et je pense que c'est important d'adapter la communication à votre auditoire, mais en même temps, ne pas oublier les résidents ordinaires,
les citoyens ordinaires. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par les composantes techniques, mais ces technicités, ces composantes techniques, de toute façon, sont importantes pour les prises de décision. Juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, et qui d'après moi est très importante, et j'espère qu'on va pouvoir avancer à ce niveau-là au sein de la Commission. Ce qui a tendance à se produire, c'est que nous, au sein de la communauté, les professionnels de l'eau, nous regardons jalousement la communauté climatique, ils quantifient le carbone, etc. Je pense que la stratégie devrait être comme dans le Tour de France. Lorsque vous avez des vents contraires, vous vous cachez derrière le cycliste devant vous pour vous en procéder. Et je pense que on devrait intégrer l'eau dans les comptes nationaux. Et je pense que c'est possible, c'est faisable. Nous avons les méthodologies pour quantifier cela. Combien d'eau est-ce qu'on a derrière ces capitaux qui mettent sur pied les atouts ou les actifs nationaux? Donc, par exemple, on regarde, par exemple, les précipitations moyennes, ensuite la déviation, taux de déviation standard, et nous pouvons mesurer cela avec les comptes nationaux. On peut voir quelle est l'importation d'eau potable ou plutôt d'eau douce, et ensuite voir comment est-ce que cela change. De regarder ce qui se passe à l'extérieur de ces variabilités nationales. Je pense que ça fait partie de l'histoire. Vous aimez les chiffres, justement. Je pense que la beauté, c'est de combiner les chiffres avec des histoires. Oui, c'est vrai. Ces images du Tour de France, où on peut profiter de l'accélération de l'un pour accélérer aussi. Alors, je sais que le temps passe. Nous avons de discussions intéressantes et beaucoup de nouveautés. Est-ce qu'on peut applaudir nos panélistes déjà? Merci, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, vous nous avez beaucoup apporté. Et c'est un cadeau, vraiment, à la fin de la conférence, de bénéficier de toutes ces informations, de toutes ces histoires et la manière dont celles-ci sont racontées. Donc, heureusement, il y a quelqu'un dans l'auditoire qu'on a vu au tout début et qui a écouté attentivement tout ce qui a été dit et qui peut maintenant partager ses remarques de conclusion. J'aimerais juste rapidement vous parler avant cela du code QR que vous voyez devant moi, derrière moi, pardon. Alors, nous avons toutes sortes d'informations, des choses que vous pouvez faire. Si vous scannez ce code QR, la Commission mondiale a encore un an devant elle. Il y aura davantage de dialogue interactif. Mais si vous scannez ce code QR, vous allez pouvoir rejoindre la plateforme de la communauté. Vous allez pouvoir partager des idées, des informations. Donc, veuillez sauvegarder ce code. Et avant de partir, j'aimerais bien sûr vous remercier. Vous avez été un auditoire fabuleux. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Et on va applaudir maintenant pour notre dernier intervenant. Alors, bien sûr, aussi, applaudir notre maître de cérémonie, notre modérateur. Alors, nous avons bien sûr eu une réunion très intéressante et j'ai hâte aussi aux prochaines réunions. Alors, j'ai quelques notes que j'aimerais transmettre. Je veux m'assurer que je vais le faire de manière appropriée sans trop improviser. Ça, en fait, c'est l'une de mes compétences. Bon. Ce qu'Azar a déjà dit, c'est que ce code QR va vous diriger vers une page web. Donc, c'est un début. Ne vous attendez pas à voir toute la communauté du monde déjà présent. Vous risquez d'être le premier parce que ce portail n'en est qu'à ses débuts. On veut commencer ça assez tôt. Et on a voulu lancer cela pendant ce World Water Week, cette semaine mondiale de l'eau. Et nous faisons bien sûr de notre mieux. Il y a le gouvernement
néerlandais qui est là également. On veut s'assurer que cela devient donc une communauté dans le contexte de cette commission mondiale. Et deuxièmement, vous allez trouver la commission et les commissaires également, ainsi que le réseau, ainsi que de nombreux événements. Donc, en fait, c'est important de voir comment est-ce que vous allez pouvoir participer à ces différents événements. Par exemple, si il y a quelque chose qui est lié à ces réunions de la Banque mondiale, bien sûr, il y aura la COP aussi, il y aura Bali l'année prochaine, etc., etc. Donc, les prochaines interactions auront lieu, bien sûr, au fil de ces conversations en ligne, pour s'assurer que nous allons connecter le travail de la Commission avec le travail des autres instances. Et donc, nous sommes bien sûr présents pour nous assurer que non seulement nous rattrapons le retard, mais que nous avançons bel et bien. Et c'est possible, hein, le Tour de France en est la preuve. Alors, en dernier lieu, j'aimerais me concentrer sur certains dialogues sociétals. Bien sûr que on veut être disruptif. Si nous ne faisons pas cela maintenant, oublions demain. Non seulement faut-il prendre soin de l'eau maintenant, jusqu'à la prochaine récolte, mais maintenant, pour votre propre santé, celle de vos enfants, de vos communautés, l'infrastructure, l'énergie, etc., etc. Un parallèle très intéressant entre la pandémie et l'eau. Et je voulais peut-être spécifier les choses. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, l'Europe était vraiment en train de craindre, non seulement en raison de la dévastation, mais aussi de la dépendance de la Russie en termes énergétiques. Et ensuite, nous avons géré comme on a pu. Je ne dis pas qu'on a contribué à atténuer le changement climatique, mais en tout cas, on a géré l'aspect énergétique. C'était ce même été qu'on a eu le 3e ou la 4e sécheresse massive. Tout ce qu'on a fait au niveau européen, c'est de dire aux citoyens, eh bien, s'il vous plaît, veuillez ne pas remplir vos piscines. Donc, en fait, on a eu la réponse du secteur privé qui était rien du tout. Donc, on n'a pas besoin de faire des conférences de presse tous les jours, même si c'est possible. Mais la comparaison entre l'impact de cette crise de l'eau par rapport à tout ce qu'on veut réaliser, eh bien, cette différence est énorme. C'est dans la communication, la politique, la manière avec laquelle on collabore et on communique. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. La commission veut entendre vos retours. Restons en contact. L'année prochaine, la commission aussi, bien sûr, va produire un rapport ou plusieurs peut-être aux alentours du sommet en septembre. Et j'espère qu'on sera déjà au milieu de cette dynamique qu'on essaye de créer aujourd'hui. Nous travaillons très dur aujourd'hui pour nous assurer que ce ne soit pas uniquement un rapport, mais quelque chose qui est connecté à des actions, à un engagement des gouvernements, du secteur privé, secteur de l'alimentation, de l'énergie, que bien sûr ça fasse partie de la lutte climatique qui va mener aussi vers la COP. Donc on va essayer d'ancrer le travail de la commission pour nous assurer qu'au-delà du rapport, au-delà des coalitions, il y a un impact réel. Ceci ne peut pas être fait uniquement par la Commission ou les gouvernements de manière individuelle. Ça doit se passer de manière unifiée, de manière globale. Il doit y avoir une coalition internationale pour faire face à ce problème international. Donc il doit y avoir une explosion d'action par tout le monde, par chacun d'entre nous dans nos contextes différents. Peu importe où vous travaillez, il faut que cette action soit être faite
Et si on ne fait pas ça, on va perdre, on ne va pas atteindre les objectifs. Bien sûr, le point positif ici, c'est que c'est possible parce qu'on l'a déjà fait, on le fait tous les jours. Et donc, mon dernier commentaire est que l'eau est la chose la plus fascinante qu'il y a parce qu'elle est connectée à tout ce dont à tout ce qui est cher dans nos cœurs. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de unir tout le monde autour de la même table. Merci. That was it. Thank you so much.